Donc là, on a sorti les nouveaux modèles. On a fait rupture de stock en 24 heures. On est avec un expert, c'est le frère de Paquito Navarro, Kiko Navarro. Tu fabriques en Europe, c'est 3 fois plus cher qu'une fabrication en Chine ou au Pakistan. Après, peut-être que tu vas avoir d'autres acteurs qui vont arriver aussi. Une marque comme Lacoste ou même Nike, ils y réfléchissent. Il fallait se démarquer avec une raquette un petit peu aussi différente des autres. On a une capacité de production de 5000 raquettes. Tu peux faire la meilleure communication possible. Si ton produit n'est pas bon, ça ne marchera pas. En fait, il faut maîtriser 3 principes. Sa fabrication, sa production, sa distribution et sa communication. On commence à vendre aux États-Unis, en Australie, à Madagascar, la Belgique, dans l'écosystème, le petit écosystème paddle. Pour nous, c'est nos stars. Et puis la grosse différence qu'il y a avec les marques traditionnelles, c'est qu'on fait fabriquer en Espagne. Et je pense qu'en France, c'est eux qui vendent le plus de raquettes. C'est une grosse machine. Leurs raquettes sont top, elles sont très accessibles financièrement. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Dans le paddle, beaucoup vendent des raquettes, peu vendent une vision globale. Aujourd'hui, on reçoit un cofondateur qui a compris une chose essentielle. Dans un marché saturé de marques, ce n'est pas le produit qui fait la différence, c'est le positionnement. Paloma s'est imposé vite. Design fort, image travaillée, communication agressive sur les réseaux, ambassadeur visible, identité assumée. Certains parlent d'excellente stratégie, d'autres parlent surtout de marketing. On va parler de marque, de différenciation, d'image et de vérité. Frédéric Rondeau est avec nous. Salut Frédéric, comment tu vas ? Bonjour. Tout va bien. Super. Est-ce que c'est une bonne introduction ? C'est parfait, ouais, c'est bien résumé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est parfait, c'est ça. On se différencie des autres, on amène un peu de nouveauté, on bouscule un petit peu les codes du paddle et non, c'est une très bonne introduction. Eh ben écoute, on va commencer directement avec l'interview. Le marché des marques de paddle est déjà occupé par des acteurs historiques qui sont déjà très installés. Pourquoi avoir décidé d'entrer dans cette bataille malgré tout ? Avant tout, en fait, on est des passionnés de paddle. Et en fait, on trouvait qu'il manquait un petit quelque chose. On voulait avoir une marque avec notre identité, l'identité française et notre savoir-faire. Donc on s'est dit, c'est un pari fou, mais on s'est dit, on y va, on lance et puis on verra bien ce qui se passera. Donc tu me disais, vous êtes 5. On est 5. Ok. Ouais. Et donc, dès le début, vous étiez 5 ? Dès le début, on était 3. Okay. Et puis après, ça s'est rajouté au fur et à mesure. Donc, est-ce que tu peux citer les Alors, bien sûr, Jérémy Bendayan, qui s'occupe de la com. On voit qu'il est très, très bon. C'est vraiment l'expert des réseaux sociaux. C'est son métier. C'est lui qui gère la com de Paloma ? Et c'est lui qui gère la com en direct. Okay. On a Pierre Lutic, notre créateur design, qui nous a fait des raquettes magnifiques. On a Olivier Ramel, qui est le fondateur de Kimono et Blue Athletic, donc déjà bien implanté dans le monde du paddle. Et on a Quentin Chevineau sur toute la partie, on va dire, expert terrain, directeur sportif du club de la Châtaigneraie. Et puis moi-même, président de Paloma, qui vient de l'écosystème paddle, parce que ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce monde-là, avec la fédé de tennis, et puis aussi sur toute la partie construction de terrain, couverture. On a monté pas mal de clubs. Ok, donc des différents talents qui s'associent pour créer une marque de paddle. C'est ça. C'est un peu les galactiques. Donc après, c'est arriver à combiner tout ça et à les faire travailler ensemble. Mais ouais, c'est que des pointures dans leur domaine. Ok. Avant de lancer Paloma, qu'est-ce que vous trouviez insuffisant ou mal exploité chez les marques déjà en place ? C'est difficile de répondre à ça parce que les marques actuelles font de très bonnes choses. C'est juste plus notre vision à nous. Voilà, on avait une vision, on voulait tel type de raquette, on voulait communiquer de telle façon que on fait plus par rapport à nous que par rapport aux autres. Mais je dirais déjà mettre en avant pas mal les joueurs français, chose qu'ils ne font pas forcément. Et puis la grosse différence qu'il y a avec les marques traditionnelles, c'est qu'on fait fabriquer en Espagne. Donc on a une fabrication européenne, donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de contraintes, ça coûte plus cher. Mais on fait fabriquer, c'est en Espagne, c'est la Mecque du paddle. On est avec un expert, c'est le frère de Paquito Navarro, Kiko Navarro, donc qui connaît très bien le paddle. Il s'occupe de quoi ? Pardon ? Il s'occupe de quoi ? C'est son usine. Ah ok. Ouais, c'est son usine. Et c'est le frère de Paquito. Et c'est le frère. Voilà, donc c'est des experts. Mais même au niveau du marketing, c'est incroyable ça. Ouais. Ouais. Parce que c'est Bah oui. Oui. Donc il y a une vraie légitimité. Et donc pendant 2 ans, on a travaillé sur la raquette. On en a essayé une 30aine. On a eu des retours avec lui.
Et voilà, donc je dirais que la différence, elle se fait bien sûr sur la communication, mais elle se fait surtout sur le fait que on fabrique pas en Chine ni au Pakistan, c'est en Espagne. Donc il y a une vraie identité de raquette et puis un vrai savoir-faire derrière. Ok. Paloma dégage une image jeune, moderne et très assumée. Était-ce une nécessité stratégique pour exister face aux marques historiques ? Bien sûr, il fallait se démarquer. Il fallait se démarquer dans la façon de communiquer. Il fallait se démarquer avec une raquette un petit peu aussi différente des autres, même si on n'a rien inventé. Mais oui, il fallait, même au niveau design, c'est un petit peu différent aussi. Et on casse un petit peu les codes de la grande distribution. Et combien vous en faites aujourd'hui des raquettes ? Parce que moi, je vois, comme je le dis assez souvent dans mes interviews, comme je suis juge arbitre, je vois beaucoup de joueurs passer. Et c'est vrai que je vois que c'est en train de s'immiscer, Paloma. Je le vois. La majorité des joueurs n'ont pas des Paloma. Mais je vois bien que c'est en train de s'immiscer tout doucement. La théorie du sachet de thé, quoi. Tout doucement, c'est en train d'infuser. Ouais. Donc, combien vous en faites des raquettes ? Alors, on a une production sur l'année 2026. En fait, comme on a commencé en juin, donc on va dire 2026-2027, on a une capacité de production de 5000 raquettes. Par an. Donc là, on a sorti les nouveaux modèles. On a fait rupture de stock en 24 heures. Donc, voilà, il faut arriver, tu vois, à trouver le bon équilibre, la bonne vitesse pour répondre à la demande. C'est parti très, très vite. 5000 raquettes par an, c'est assez peu. Ouais. C'est assez peu, mais on est sur une fabrication artisanale. Ouais. Donc derrière, on va pouvoir augmenter la fabrication, mais on y va par étapes. Mmh. Et justement, ça crée un petit peu ce côté exclusif, confidentiel, et tu la retrouveras pas partout, ta Paloma. Tu peux pas l'avoir, donc tu as envie de l'avoir. Exactement. C'est exactement ça. En vous lançant sur un marché déjà dominé, quel était le plus gros risque pour vous ? Le manque de crédibilité, la difficulté de distribution ou la guerre des prix ou un peu de tout ça ? C'est un mélange de tout, mais je dirais que tu peux faire la meilleure communication possible. Si ton produit n'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc avant tout, c'est les joueurs. C'est le retour des joueurs. On n'a que des retours incroyables. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais globalement, on a une super raquette. On a une super raquette. Donc je dirais que c'est vraiment le modèle qui va faire la différence. C'est le modèle de raquette. C'est le modèle de raquette. Okay. Et comment tu fais pour créer un modèle ? Comment vous faites pour créer un modèle de raquette ? Vous dites, parce qu'au départ, là, tu me disais, il y avait la grise. Est-ce que tu peux rappeler déjà les différentes ? Ouais, on a 3 modèles. Okay. Paloma Cero, Paloma Uno, qui est, on va dire, la première raquette iconique. On a lancé un modèle. Le modèle gris. Le modèle gris. Et la Paloma Nueve, modèle bleu. Donc, c'est les 3 mêmes moules, mais avec des caractéristiques différentes. Donc, il y en a une qui est un peu plus légère. Il y en a une qui a un équilibre un petit peu différent. L'autre qui a un équilibre un peu moyen haut, avec une densité différente. Donc, voilà, c'est assez, en fait, c'est assez simple. Ça permet de... au final, l'idée, c'est que les joueurs achètent les 3 raquettes. Parce que tu m'as dit, c'était... Gris, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt débutant ? Ouais, non. Alors, en fait, j'aime pas dire débutant moyen confirmé, parce que, tu vois, la Paloma Cero, qui est plus légère, avec un équilibre en manche et avec une... Cero, c'est celle qu'on voit dans le décor. Ouais, derrière. Okay. Avec une gomme plus souple. On a Jérôme Inzerio, qui est un top joueur et qui joue avec, qui adore. Même si nous, dans notre tête, au départ, c'était peut-être pour une population un peu plus loisir, débutante, etc. Et finalement, il nous a dit, non, j'adore. Elle est hyper maniable, je me sens hyper bien en défense. Donc, j'aime pas mettre la raquette par rapport au niveau. C'est plutôt peut-être par rapport au style de jeu, puis par rapport à la sensation. Tu vois, moi, je suis gaucher, je suis grand, je joue avec la Uno. Camille Sirek, ça joue avec la Nueve. Et pourtant, elle est un peu plus dure, plus dure et plus lourde. Ça dépend vraiment de ta sensation. Okay. Est-ce que le joueur de padel d'aujourd'hui cherche encore la performance pure ou surtout une marque dans laquelle il se reconnaît ? Je pense les deux. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si ta raquette n'est pas bonne, le joueur ne va pas suivre. Et surtout au padel, t'as vu, ça nous rend fou ce sport. C'est dès que tu joues, t'as envie de rejouer. Tu fais un tournoi, t'as envie d'aller chercher les points. Donc si t'as pas un bon modèle, si t'as pas une bonne raquette, le joueur ne suivra pas. Mais c'est sûr que pour entrer sur un marché aussi concurrentiel, il fallait se démarquer aussi un petit peu des autres en termes de communication. Justement, le fait d'être une marque nouvelle, est-ce que c'est un avantage marketing ou c'est aussi une pression permanente pour prouver sa légitimité ? Parce que tu dois... C'est-à-dire que le discours, il n'est pas ancré dans la tête des joueurs qui arrivent. C'est-à-dire, si on prend d'autres marques qui sont historiques, c'est facile, elles sont là depuis longtemps. Mais d'un autre côté, elles ont pas l'aspect de la nouveauté aussi. Donc,
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est un avantage d'arriver. On se refuse rien. Voilà, on va à fond dans nos projets, dans nos idées. Je pense que c'est un avantage. Ouais. Mais quand tu regardes comment vous allez faire comment je pourrais dire ça? Parce que si vous êtes à 5... Là, au début, vous avez les raquettes. J'ai bien vu aussi, il y a du textile qui commence à se faire. Ouais, il y a un peu de textile. Il y a un peu de textile. En fait, le textile, là, c'est pour nos coachs et puis nos top players. Mais on travaille sur une vraie collection textile, que ça soit performance et même lifestyle. Parce que l'idée, c'est de porter du Paloma en soirée, voilà, ou pour aller bosser. C'est de casser la barrière, pas seulement le sport. Exactement. Okay. Exactement. C'est difficile, ok. Si le marché ralentit, les marques récentes seront-elles les premières fragilisées ou pas? Parce qu'il y a certains acteurs ou certaines personnes qui disent que c'est un peu une bulle, le paddle. Vu l'évolution du paddle, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas y arriver. En fait, il faut maîtriser, je pense, 3 principes. Il faut maîtriser sa fabrication, sa production, il faut maîtriser sa distribution et il faut maîtriser sa communication. À partir de là, je pense que tout le monde peut arriver à fonctionner. Si dans les 3 cas, il y a un moment, il y en a un qui ne marche pas, là, c'est plus compliqué. Donc non, je pense qu'il y aura d'autres acteurs qui vont arriver, mais comme dans n'importe quel marché, hein. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien, il y en a qui reviennent. Moi, j'ai été distributeur d'autres marques de raquettes, de paddle, de marques de tennis qui revenaient assez vintage. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Ça dépend ça dépend du public, hein. Tu me disais tout à l'heure que là, vous êtes à 5000 par an, c'est ça? Ouais, 5000 par an. Et demain, ce serait quoi le chiffre idéal à atteindre pour vous en termes de possibilités de production? On table sur les 3 prochaines années. On aimerait bien atteindre entre 25 000 et 30 000 raquettes par an. Okay. On est essentiellement pour l'instant sur le marché français, même si on commence à vendre aux États-Unis, en Australie, Madagascar, la Belgique. Voilà, on a pris quelqu'un. Tout passe par votre site internet, c'est ça ce que et tu me tout disais passe par le site internet. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pro shop. Pour l'instant, il n'y a pas de distributeur. Non. Que le site internet. Exactement. Mais à partir du moment là, on va avoir un gros volume de raquettes. On est très sollicité par les clubs. Donc on va avoir des partenariats. On va mettre quand même nos raquettes dans les pro shops. Par contre, tu ne retrouveras pas Paloma sur un site e-commerce ou en grande distribution. C'est-à-dire que vous maîtrisez vraiment le nom, quoi. Faites la stratégie du nom, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, non, si tu veux avoir ta raquette, tu dois passer par le site, quoi. Exactement. Ok. Et ce qui intéresse aussi les clubs de paddle, parce que ils savent qu'ils vont pas acheter une raquette et dans 3 mois, elle sera à moins de 50% ou bradée. Non. On va vraiment garder les prix, on va maintenir nos prix et tu la retrouveras soit dans des clubs vraiment sélectionnés ou sur notre site e-commerce. Bon, vous avez combien d'ambassadeurs aujourd'hui de la marque? Je parle dans les grands joueurs. Dans les grands joueurs. Alors, on a chez les filles, on a Mélissa Martin et Camille Sirex, qui sont quand même top 10. Puis avant sur le circuit, c'est des joueuses pro. On a Arthur Hugonenk qui est dans le sud, qui a un vrai projet professionnel. On l'accompagne. Il doit être 170 ou 180e mondial. Là, il a fait 3-7 contre 2 paires top 25. Donc, il commence à très bien marcher. On a Max Moreau, qui ancien joueur d'équipe de France, qui est un top player et qui a un très très gros réseau. Il joue beaucoup sur beaucoup de tournois. On le voit beaucoup, Max. On entend beaucoup, Max. On a Jérôme Inzerio, qui est aussi un top player, ancien joueur de l'équipe de France et qui a lancé WePaddle, donc avec des stages. Donc on l'accompagne sur tous ces stages et c'est hyper intéressant, ça marche bien. Et puis on a Romain Sichez, la star des réseaux, et il passe très bien. Et pareil, qui a aussi encore un projet sportif. Donc voilà, donc on a des beaux ambassadeurs, et j'en ai sûrement oublié. Puis après, on a tous nos coachs. Ah oui, on a une trentaine de coachs qui bossent pour nous, qui représentent la marque. Johan Moussert, Thomas Boileau aussi. Johan Moussert, Thomas Boileau, qui sont à fond sur la marque. Ils adorent. Ouais. Ils adorent. Ils en font très bien la promotion, je peux te garantir, parce qu'on est dans le même club. Moi, je suis arbitre dans le club dans lequel ils sont profs. Ils en font très bien la promotion. Ils sont vraiment identifiés à la marque
Et ce qui est fou, c'est qu'en si peu de temps, on a des vrais fans, quoi. J'en ai, il m'appelle à 23h. Fred, écoute, j'ai cassé ma raquette, j'ai plus de raquette. Demain, j'ai le tournoi, il me faut une Paloma, quoi. Je peux plus jouer sans, quoi. Alors, même si au départ. Est-ce que tu arrives à le retrouver? On arrive toujours à le retrouver. Écoute, la dernière fois, j'ai même passé ma raquette. Mais non. J'ai même passé ma raquette. Il me dit, je peux pas jouer. Il me dit, si j'ai pas ma Paloma, je peux pas jouer. J'ai dit, écoute, vas-y, tiens, prends ma raquette. Il me l'a pas rendu encore. Message personnel. Voilà, message personnel. Mais on va dire que voilà, la prise en main au début d'une Paloma, ça peut ne pas être évident. Tu dis, c'est un peu nouveau, ça change. Et puis après, quand tu commences à franchir ce cap, moi, j'ai plein de joueurs qui me disent, je peux plus jouer avec une autre raquette. La stratégie, justement, avec les ambassadeurs comme ça, c'était une stratégie voulue dès le départ? C'est les joueurs qui sont venus vers vous? C'est vous qui êtes venus vers les joueurs? Ou c'est un peu des deux? Un peu des deux. Un peu des deux. On est venu aussi vers eux. Moi, je travaille dans l'écosystème paddle depuis une quinzaine d'années, donc je connais aussi tout le monde. Et puis, on a réussi à les embarquer. Voilà, on fait des belles vidéos de présentation des joueurs. Ouais, incroyable. Franchement, les gars, sur ça, vous êtes trop forts. Merci. Non, franchement, c'est vraiment très fort. Moi, je sais que quand j'avais fait le podcast, la première sortie, j'avais dit il nous faut un des associés de Paloma parce que niveau communication sur les réseaux sociaux, ils sont en train de défoncer tout le monde en fait. Ouais, on explose tout. On explose tout, on est partout. Très bien, c'est du très bon boulot. On nous voit partout et puis ils passent bien nos ambassadeurs. Ils passent bien le message, ils sont cool, ils représentent vraiment bien la marque. Et puis voilà, et puis nous, on est vraiment là pour construire avec eux, on les accompagne. Pourquoi pas derrière sortir des raquettes Arthur en édition limitée, même si c'est des joueurs français et que ça reste, on va dire, pas des stars, mais dans l'écosystème, le petit écosystème paddle, pour nous, c'est nos stars. Donc on les met en avant, on fait des belles vidéos. De présentation et ouais, on a que des super retours. Vraiment. Et vous voulez essayer d'avoir encore plus d'ambassadeurs comme ça, des top joueurs, ou peut-être à l'étranger, ou vous on va aller chercher. Là, on s'est concentré sur la première année sur le marché français, mais les pays européens viennent vers nous là. On a la Belgique, ça vient vers nous, l'Angleterre, je te dis même les États-Unis. On est en discussion avec les États-Unis, avec 2-3 grosses franchises. Donc, on va aller à l'international. Là, on a recruté un super joueur espagnol qui est très visible sur les réseaux. On va l'annoncer là bientôt la semaine prochaine. On n'a pas le droit à une exclue, les gars. Je rigole, Fred. T'es pas obligé. Je veux pas te mettre mal, tu sais. Mais tu dis toute sa com. Mais ouais, non, mais voilà, mais donc on est sollicité. Donc on va commencer à aller un petit peu sur le marché international, mais chaque chose en son temps. C'est un gros travail de lancer une marque. Il y a beaucoup de taf, il faut penser à beaucoup de choses. Là, on pensait pas que ça allait partir si vite, donc tu vois, on est en rupture de stock sur le site internet. Tout le monde nous sollicite. C'est bon signe. C'est bon signe ou pas bon signe? C'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire que ça marche, mais c'est moins bon signe pour les chiffres aussi parce que tu fais moins de chiffre d'affaires. Tu fais moins de chiffre d'affaires. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Oui. Mais en même temps, Qu'est-ce que vous faites quand il y a rupture de stock? Là, alors, vous avez sorti, c'est la Cero. C'est la Cero. Tu dis quoi? Comment ça s'écrit? Paloma Cero. C-E-R-O. Ça veut dire quoi? À l'espagnol, zéro. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et simplement. Ah ouais, Uno, Cero et l'autre? Nueve. La 9. Okay, la Nueve parce que c'est la raquette, des gros joueurs, numéro 9. D'accord, voilà. L'attaquant. Ouais, ok. Donc là, quand vous dites que vous êtes rupture de stock, ok, vous sortez les nouveaux modèles, vous êtes rupture de stock. Qu'est-ce que vous dites quoi? Vous dites, faut qu'on refabrique tout de suite? Faut qu'on fasse quoi? Non, on avait anticipé déjà une grosse fabrication. C'est juste que avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc tu vois, on a eu sur quelques matières premières, surtout des ruptures de stock. Mais ça y est, tout est fait. Et là, les raquettes, elles vont arriver mars, avril, mai. On va pouvoir distribuer à tout le monde. Énorme. Ouais. C'est quoi la stratégie aussi que vous avez par rapport aux ambassadeurs? C'est-à-dire, ok, on a le visuel. C'est-à-dire que le gars qui foot paddle, il voit le visuel sur Instagram, il voit par exemple Max Moreau, Romain Sichès, bref, un joueur qui est trop fort, et il dit ouais, lui, il l'a. Mais on a aussi ces joueurs qui sont beaucoup sur le circuit. Donc, c'est quoi la stratégie de diffusion? Vous dites quoi? Vous dites aux gars, ouais, vous dites ouais, dites que c'est ce que vous aimez dans la raquette et tout ça, ou portez-la aussi sur tous vos matchs officiels, et puis c'est une stratégie de diffusion aussi par les tournois, en plus de la communication. Ouais, il y a une stratégie, mais en fait,
ils sont vraiment intégrés dans le développement de la marque, nos ambassadeurs. Donc, il y a un vrai investissement de leur part. Et donc, en fait, au final, ils en parlent très naturellement de la marque. Mais oui, il faut être représenté sur les tournois. Il faut être représenté sur les tournois internationaux. C'est important. On a des joueurs internationaux qui nous appellent maintenant. Ah ouais? Ouais, on a des agents qui nous appellent, les très gros joueurs. Mais on n'est pas prêt encore. On n'est pas prêt encore à aller taper un top player, mais ça va être l'ambition là d'ici 2-3 ans. Énorme. D'aller chercher un très très gros joueur. Énorme. Et en plus d'ailleurs, je vois que c'est très noir, Paloma. Ouais. C'est pourquoi? C'est voulu. Parce que le noir ou le blanc, c'est chic, c'est classe. Et d'ailleurs, t'es tout en noir aujourd'hui. Et je suis tout en noir et ça correspond. Voilà, on voulait pas au départ partir dans tous les sens. Voilà, mais après, tu vois, il y a quand même une petite dragonne jaune. Alors ça, c'est mon côté très tennis. J'étais entraîneur de tennis, fan d'André Agassi. Et il y avait une tenue jaune André Agassi dans les années 90. Et je me suis toujours dit, allez, vas-y, là, voilà, il me faut cette petite touche jaune fluo. C'est le côté un peu sympa, fun et puis dynamique. Mais ouais, le noir, c'est une vraie... c'est un vrai parti pris, c'est classe. Voilà. Mais la gamme de textiles sera dans la même veine? Ça sera un peu dans la même veine, ouais. Okay, d'accord. Tout à fait. Okay. Quelle est la vraie bataille entre les marques aujourd'hui? C'est la technologie, l'image ou l'attention? L'attention est primordiale. Et on l'a vu, nous, en communiquant et en étant très visible, ouais, ça marche. Après, la technologie, bien sûr. Encore une fois, tu vois, si ta raquette n'est pas bonne, ça ne marchera pas. Nous, on est les seuls, par exemple, à faire un renforcement Kevlar sur cette raquette. Renforcement Kevlar? Ouais, on a un renforcement Kevlar sur toute la partie haute de la raquette, ce qui permet en fait d'avoir un peu plus de rigidité, qu'elle soit aussi plus résistante, parce qu'on voit que les raquettes de padel, quand même, ça casse énormément. Et l'idée, c'est pas que tu la changes au bout de 3 semaines, ta Paloma. Donc oui, la technologie, c'est primordial. Après, je sais pas s'il va y avoir énormément de nouveautés sur les raquettes de padel. On avait vu la raquette à un trou. Raquette à un trou. C'était quoi? C'était Ed, ça? C'était Ed. Ouais, c'était Ed. Ouais. La raquette à un trou. Ça avait fait beaucoup parler au départ. Ouais. Là, ils ont fait, je pense, un bon coup marketing. Moi, je l'ai pas testé, mais a priori, la raquette est top. Hyper légère. Voilà. Après, en termes de matériaux, etc., je suis pas sûr qu'il y ait des grandes nouveautés. Ouais. Quand tu disais la bataille de l'attention, qui est très important, d'ailleurs, vous l'avez très bien compris, dès le départ, vous vous êtes dit, il faut qu'on aille à la conquête des réseaux sociaux. Ouais. C'était la stratégie. Et en plus, j'ai le meilleur. Donc, qui? Jérémy Mendayan. Benda, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 en Europe là-dessus. TikTok, Insta, il sait faire, il connaît les codes. Donc voilà, il est monstrueux. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Ouais. Je me suis entouré des meilleurs et voilà, et j'essaie de piloter ça. Et puis avec mon réseau paddle. Mais oui, il connaît parfaitement les codes de ça. D'ailleurs, on en parlait juste avant en off. Dernièrement, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais dernièrement, vous avez sorti une vidéo avec. Moi, j'ai vraiment kiffé cette vidéo. C'est Mélissa Martin et Camille Sirek qui jouent un peu à la Street Fighter. Je sais pas s'il y aura d'autres. Bien sûr. On va le décliner. Trop stylé. On va le décliner. Parce qu'au début, on voit le curseur qui choisit le personnage, c'est un peu à la Street Fighter. Et j'ai trouvé la vidéo déjà très bien faite, très bien conçue. Et j'ai dit, putain, c'est mortel. C'est très moderne, en fait. Non, bien sûr. On voit les fans de Street Fighter, quand même. Ouais. Ça marque quand même une génération. Hein. Bien sûr. T'as quel âge, Fred? J'ai 45. Ok. Donc, c'est ma génération. T'as dû beaucoup jouer à Street Fighter. Ouais. Voilà. Quel personnage préféré? Moi, j'aime bien. Comment il s'appelle, le gros avec les cheveux en arrière, là? Blanca. Ouais, celui qui fait la boule avec les exactement, qui fait la boule et bam! Là, t'appuies sur le bouton. Et tu vois, c'est soit Street Fighter, soit Mortal Kombat. Ah oui, Mortal Kombat. Peut-être qu'on fera Mortal Kombat derrière. Bien sûr, c'est stylé. Et comment il disait quand il lançait son truc, là, et qu'il tirait le gars? C'était Yuka ou je sais plus. Ouais, je sais plus, il disait. Comment? Non. Come here, il attrapait. Et voilà. Bon, pour ceux qui ont la ref, parce que là, on parle un peu. Ouais. Non, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas d'autres marques qui communiquent comme ça. Et vous avez quoi? Vous dites, OK, on publie une fois par jour, mais ou on publie des films, comment ça se passe? Vous avez un réal ou c'est quoi? Ouais. Alors après, franchement, il faudrait poser la question à... Moi, j'ai d'autres préoccupations aussi de la marque. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en autonomie là-dessus. Donc, il y a une vraie stratégie derrière. Mais je pourrais pas te dire, franchement... En tous les cas, on voit que ça marche. Hein. C'est un expert. Et voilà, il fait très bien son taf. OK.
Dans 5 ans, le marché comptera-t-il encore autant de marques qu'aujourd'hui, selon toi? Je ne pense pas. Quand tu vois le tennis, au final, le tennis, alors moi, tu vois, le tennis, j'ai commencé à 8 ans, j'en ai 45 ans. À l'époque, je jouais déjà en Wilson, ou en Babola, ou en Head. Il n'y a pas de de grosses marques, enfin de nouvelles marques qui sont arrivées et qui ont tout pété. Bien sûr que c'est arrivé, donc je pense pas. Je pense que ça va rester avec les marques traditionnelles. Quelques marques, voilà, peut-être comme nous, quelques marques espagnoles qui ont le savoir-faire aussi. Je pense que voilà, on restera avec peut-être une dizaine de marques sur le marché. C'est qui le leader aujourd'hui du marché? C'est Head? Le leader du marché, c'est, je pense, en nombre de ventes, c'est Bull Paddle. Ah, c'est Bull Paddle? Ouais, il marche très bien. Ok. Il marche très bien, Bull Paddle. J'aurais dit Head, moi. C'est marrant, ça. Bon, j'ai tort. Faudrait qu'on regarde les chiffres. Je connais pas les chiffres, mais Head marche très bien. Babola aussi, Bull Paddle, voilà, c'est les gros. Wilson aussi. Non, je pense que Bull Paddle... c'est premier. Ouais, je pense que Bull Paddle, c'est premier. Après, peut-être que tu vas avoir d'autres acteurs qui vont arriver aussi. Tu vois, une marque comme Lacoste ou même Nike, voilà, ils y réfléchissent. Donc peut-être que là, tu vas avoir un acteur important qui va arriver et tant mieux, parce que ça va donner une dimension encore plus... Lacoste en paddle? Peut-être. Incroyable. Peut-être. Ils ont Technifibre. Mais moi, je verrais bien Lacoste dans le monde du paddle. Ils ont sponsorisé un terrain de paddle dans une station de ski. Donc peut-être que ça annonce quelque chose. Ah oui. Exact. Ouais, remarque, ça serait pas con parce que c'est la suite logique du tennis en fait. C'est la suite logique du tennis. Énorme. Ouais. On va voir. Donc voilà, peut-être des marques comme ça et puis ou tu vois, une marque comme On qui pourrait arriver sur le marché du textile. Exact, ils ont signé Coelho. Ils ont signé Coelho. Voilà, tu vois, bon, ok, il y a les raquettes, mais après il y a toute la partie textile. Et tu vois qu'au paddle quand même, on touche une clientèle. Cadre sup, qui a les moyens, et je pense qu'il y a un coup à jouer aussi sur la partie textile. En tout cas, nous, ça va être notre deuxième étape, c'est d'aller là-dessus. Et là, on est en train de designer toute cette partie-là. On va recevoir les échantillons la semaine prochaine, et on pense que ça peut très bien marcher. Tu penses que ce serait prêt d'ici quand, à peu près, les premières tenues Paloma textile paddle? Allez, l'objectif, c'est septembre. Ouais, okay. Septembre. Et tu disais, tu veux faire du lifestyle aussi. Ça veut dire que quelqu'un, il pourra avoir un t-shirt Paloma, un jogging Paloma? Exactement. Ouais. Mais même sortir en soirée habillé en Paloma, avec un truc un peu plus exceptionnel, un peu plus stylé, un peu plus chic, tu vois. Voilà, une gamme performance et une gamme un peu plus lifestyle. Ouais. Et pourquoi Paloma? Pourquoi Paloma? Parce qu'on voulait un nom impactant et on voulait voilà, avoir cette référence voilà, à l'Espagne, etc. Donc en fait, Paloma, c'est très simple. Le paddle a été inventé au Mexique, Acapulco. Paloma, c'est un quartier d'Acapulco. Voilà, tout simplement. Bien. Ouais. Bon, on a mis 6 mois. Hein. Ça paraît simple, mais on s'est pris la tête. C'est toujours pareil. Et au final, on n'a que des retours positifs. Ouais. Mais pour la petite anecdote, un ami à moi, ancien fondateur de Go Sport et Courir, je lui avais dit, écoute, viens nous rejoindre dans l'aventure. Il m'a dit, ça m'intéresse, mais par contre, on change le nom. Et j'ai refusé. Donc, on verra si j'ai raison ou pas. Alors que le gars s'y connaît quand même, à Go Sport Courir. Il s'y connaît. Pour l'instant, l'histoire te montre que tu as plutôt raison. Mais au final, Paloma, c'est assez impactant. Ça reste dans la tête des gens. Ça sonne un peu espagnol. Et ça sonne un peu espagnol. Voilà, ma Paloma, les joueurs lui parlent, quoi. Facile à dire à l'international. C'est important dans le développement d'une marque. Exactement. Ok. À quoi ressemblera le marché des marques dans 5 ans, selon toi, si on se projette un petit peu? Consolidation massive ou disparition silencieuse de beaucoup d'acteurs? Je pense qu'il va y avoir une consolidation. Ouais, des gros acteurs historiques, emblématiques. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quelques marques comme Paloma, j'espère. Je pense que ça va il va y avoir un petit peu comme dans le... Moi, mon métier de base, c'est de construire des terrains et des couvertures. Tu continues encore? C'est ton métier? Ouais, c'est mon métier. Ok, d'accord. Je fais les deux en parallèle. Mais ça se nourrit. Quand je monte un club de paddle, il y a un pro shop, voilà, et inversement. Et je vois que au début, il y avait beaucoup d'acteurs. Et je vois que là, ça se resserre avec les très gros. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une légitimité. Et puis à un moment, tes produits sont bons. Donc,
je pense que ça sera pareil dans le monde, des marques de raquettes. Tu penses qu'aujourd'hui, il y a trop de marques de paddle ou pas assez de marques de paddle? Ou c'est juste qu'il faut? Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup qui investissent énormément. Et pour rentrer dans un marché aussi concurrentiel, ça demande beaucoup d'investissement humain et financier. Ouais. Donc tu peux pas faire les choses à moitié si tu lances une marque. Tu es obligé vraiment d'y aller à fond, à 300%. Et puis voilà, donc on a des partenaires solides aussi derrière. Hein. Financièrement, il faut que ça tourne. Mais voilà, donc, mais on voit pas mal de marques qui sont super, mais ils communiquent pas, ou très peu. Donc on les voit pas beaucoup. Ça, par contre, vous le faites bien. Vous. Nous, on le fait bien. Ouais, on le fait bien. C'est vrai, on le fait bien. Ça, on revient sur ce point-là. Mais c'est vrai que moi, l'autre fois, je partais à Decathlon et j'ai vu que mon Decathlon à côté de chez moi, j'ai que le rayon paddle, il a fait x2, quoi. Je me suis dit, putain, la vache. Ouais, ça grossit. Hein. Parce que Decathlon aussi, je crois qu'ils se mettent aussi sur les marques de raquettes. Bien sûr. Ils ont un Quickma, leur marque. Ouais. Ils font. Mais je pense qu'en France, c'est eux qui vendent le plus de raquettes. Hein. Ah, tu penses? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui, parce que comme il y a les magasins. Il y a tous les magasins, et puis ils ont c'est une grosse machine. Hein. Leurs raquettes sont top, elles sont très accessibles financièrement, mais on touche pas la même clientèle. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Faut que ça se structure aussi au niveau de l'offre et au niveau des personnes qui veulent acquérir les raquettes. Exactement. Ouais. Combien ça vaut une raquette Paloma? 289 en prix public. La grise ou toutes les trois sont au même prix. Ouais, les trois parce qu'il y a une gamme différente qui sont au même prix. Exactement. Ça marche. Ce qui, pour une fabrication espagnole, est hyper accessible. Il faut savoir que tu fabriques en Europe, c'est 3 fois plus cher qu'une fabrication en Espagne, qu'en Chine ou au Pakistan. Donc à 289, c'était un prix de lancement. On va voir comment ça va évoluer parce que tu vois l'Enox à 350, 380. La raquette de Galan, pareil, chez Adidas. 400 balles, je crois. 400 balles. Ouais. 400 balles. J'espère qu'elle tient quand même longtemps, la raquette. C'est clair. Ouais. Et 400 €, c'est quand même un... Ouais. Ça fait un budget, même si, comme tu disais budget. tout à l'heure, à juste titre, c'est CSP+. Ouais. Mais quand même, c'est quand même 400 € quand même. Ouais. Non, 400, ça devient cher. Ouais. Ok. Qui aimerais-tu voir sur le podcast Alpha Paddle, sur ce fauteuil, à ta place, pour parler du monde du paddle? Eh ben, j'aimerais bien le PDG de Woodpad, avec qui je travaille. C'est comment, tu m'as dit? Woodpad. C'est écrit W2ODPAD. C'est une couverture en charpente de bois. C'est magnifique. C'est ce qu'on distribue sur le marché français. On a fait pas mal de projets. On a fait Zidane. On a fait le plus gros d'Europe. Pour les clubs, oui. Pour les clubs, ok, d'accord. Pour les clubs. Okay. Et voilà. Et je pense que ça peut être intéressant parce que c'est un Italien. Donc, il a une vision internationale du padel. Il voit l'évolution aussi de cet écosystème, des clubs, comment ça évolue, du marché. Donc, je dirais, Rino en italien. Exceptionnel. Et pourquoi une charpente en bois? Qu'est-ce que ça donne en fait? C'est un côté visuel, c'est quoi? Ouais, c'est visuel, c'est classe, c'est chic, ça se marie parfaitement dans n'importe quel environnement. Et puis, le produit est top. Et c'est pareil, c'est une fabrication un peu aussi artisanale. Donc, il faut que j'aille voir sur Insta. Ils sont sur il Insta. faut que tu regardes sur Woodpad. Ouais, ils sont sur Insta. Ouais, je vais aller regarder. À fond. On fait plein de projets avec eux et ça marche super bien. C'est assez accessible. Tu vois, tu as des parois coulissantes. Donc, l'hiver, tu es en total indoor. L'été, tu es en semi-indoor, tu peux ouvrir. Et on a fait beaucoup de clubs. Okay. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de discuter aussi peut-être un peu avec une personne d'un autre pays. En Italie, ils sont à 10 000 pistes en Italie. Hein. Le marché a explosé. Nous, en France, on est à 4 000, 4 500 pistes. Donc, tu vois, on a le temps de voir venir. Et en Italie, ça a pris très, très vite le padel. Plus vite qu'en France? Ouais, bien sûr. Ouais, ils ont 3 ans d'avance sur nous. Et là, ils commencent à trouver leur... ça commence à s'équilibrer là. Mais j'ai remarqué avec les divers intervenants que j'ai eu ici pour le podcast que le Covid, ça a été un moment clé et un moment charnière pour le paddle. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, parce qu'en fait, tu pouvais... c'était un des seuls sports que tu pouvais pratiquer. On pouvait jouer en outdoor au niveau du padel. Donc, c'est pour ça que ça a bien pris. Et puis même, dans la tête des gens, enfin, tu te souviens, le Covid, tout le monde s'est remis au sport. De ouf. Ah, c'est le seul moment où on avait du temps, on pouvait faire attention à ce qu'on mangeait et puis avoir du temps pour faire du sport. Donc après, je pense que ça a été ces dynamiques-là. Et puis
Et puis le padel, il faut pas se leurrer. Enfin, dès que tu touches une raquette, ça te rend fou, quoi. T'es addictif, t'as tout de suite envie de rejouer. Donc c'est vraiment le sport en lui-même qui fait la diff. Hein. C'est lequel de vous cinq qui a eu l'idée Paloma et à quel moment précisément l'idée a vraiment germé? L'idée, j'ai été invité à l'inauguration d'un Club Med à Marbella. Donc ils avaient 4 terrains. Et donc on avait été invité pour tester les terrains pendant 2-3 jours. En tant que joueur? En tant que joueur, en tant que, on va dire, personne, alors pas influente, mais personne de l'écosystème padel. Il y avait plein d'autres mondes aussi. Et voilà. Et en fait, donc, j'ai rencontré Olivier Ramel là-bas. Et on s'est dit, il manque un truc là. C'était en quelle année? C'était en 2022. Okay. Il manque un truc dans le monde du padel. Les fringues sont moches. Les raquettes, il y a 150 raquettes. T'en achètes une, au bout de 3 mois, tu la retrouves à moins 50%. Tu sais pas ce qui se passe. Et on s'est dit, il y a peut-être un coup à jouer. Donc voilà, la petite anecdote. Énorme. Je vais te demander quelque chose d'un peu particulier. Face caméra, celle-là. C'est là. Ouais. Tu poses une question au prochain invité du podcast, mais tu sais pas qui c'est. D'accord. Et le but de la question, c'est qu'elle peut être dérangeante, stratégique, institutionnelle, personnelle, mais elle doit compter. À toi de jouer pour ta question. La question, ça serait... Y aura-t-il une fédération indépendante de padel? Très bonne question. Autre séquence... J'adore la fédé. Hein. Ah ouais. J'ai bossé avec la fédé de tennis pendant des années. Oui. Voilà. Mais je me pose la question de savoir... Je pense que ça pointe son bout de son nez, de toute façon. Ça pointe le bout de son nez. Il y a les privés qui réfléchissent quand même à se dire là, parce qu'ils sont puissants. Hein, ils sont puissants. C'est eux qui font le padel en France. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut les deux. Ouais. On se rejoint. On va passer aux questions typiques, Fred. C'est simple. Je vais te poser une série de questions. Pour chaque question, tu devras répondre uniquement par oui ou par non. D'accord. Mais comme je suis un mec super sympa. On a un joker. On a un joker. Très bien. Ok. Est-ce que t'es prêt? Parti. Allez, c'est parti. Le marché des marques de padel est aujourd'hui trop encombré. Oui. Trop de marques se lancent sans réelle innovation produit. Oui. Certaines marques survivent plus grâce à leur image qu'à la qualité réelle de leur raquette. Oui. Dans le padel actuel, le marketing pèse plus lourd que la qualité réelle du produit. Je sais pas. Joker. J'ai le droit à combien de Joker? C'est cuit. Je dis oui alors. Ah ouais. Je dis oui, je le garde pour celle d'après. Le design influence aujourd'hui davantage l'achat que la performance mesurable. Pour une certaine clientèle, oui. Moi, je suis un peu con, moi, comme joueur. Tu sais, l'autre fois, j'étais en tournoi et je vois un mec, il jouait avec une raquette. Il était trop fort, le mec. Je sais pas d'où il sortait, le mec. En plus, il parlait avec un accent espagnol. Tu sais, la totale. Mais mec, trop fort. Qu'est-ce que j'ai fait comme un con? J'ai acheté la même raquette que lui. Ah ouais. Sauf qu'elle m'allait pas du tout. Et que j'ai revendu plus tard. Bien sûr. On a peu appris ce truc-là. Alors tiens, petite parenthèse, il y a un site qui va sortir qui s'appelle Try Padel. Ah, ils m'ont contacté, tiens. Et ils t'ont contacté, et génial, parce que en fait, tu vas avoir un système d'abonnement, je crois, à 50 € par mois, et tu vas pouvoir tester les raquettes. Stylé. Donc voilà, vu tous les modèles qu'il y a, etc., tu peux tester ta raquette, et puis après, derrière, faire ton choix. Et je trouve que c'est une excellente idée. Ouais, bonne idée. Bravo à eux en tous les cas. Ouais. On félicite toujours les personnes qui font des projets. Exactement. Les ambassadeurs vendent parfois plus d'images que de performances. Oui. Instagram influence plus l'achat qu'un test terrain objectif. Chez les jeunes, oui. Chez les plus anciens, non. Ça marche pas. Sur les anciens? Non, sur les anciens, ça marche pas. Hein, ils veulent la raquette en main, ils veulent tester. Ils sont pas sur Insta. Mais chez les jeunes, oui. Chez les jeunes, c'est les réseaux sociaux. Hein, Le consommateur de paddle est aujourd'hui plus influencé par Instagram que par son propre niveau de jeu. Par Instagram? Plus par Instagram. Ouais, je pense. Certaines marques historiques ont du mal à se renouveler. Oui. Ils restent sur leurs acquis. Ouais. Ils restent sur leurs acquis. Ouais.
Ouais, je pense, ouais. Tu regardes parfois ce que font tes concurrents avec une pointe de stress. Pas du tout. Est-ce que tu joues uniquement avec des Paloma? Oui. Certaines marques actuelles n'existeraient-elles pas sans les réseaux sociaux? Oui. Le marché du paddle privilégie-t-il aujourd'hui la visibilité à la compétence technique? Encore une fois, ouais, ça dépend ça dépend de l'âge. Je pense que les jeunes, c'est les réseaux et les plus anciens, c'est la qualité de la raquette. Les marques françaises sont-elles les meilleures au monde en termes de qualité? Au niveau marque padel? Ouais. Bah oui, Paloma. Est-ce que Paloma fait trembler les marques historiques? Ah, trembler, c'est bien un grand mot, mais on les embête un peu. Forcément. On casse un peu les codes, on sort de nulle part, on leur pique des très bons joueurs. Donc oui, ils font un peu la tronche, mais bon, je m'en fais pas pour eux. Hein. Est-ce que Paloma est aujourd'hui la marque qui a le plus d'influence sur les réseaux sociaux? De toute évidence, en tout cas, sur tous les retours qu'on a, oui.